Bonjour, nous y sommes enfin, la vidéo d'explication technique sur le deadlift, certainement celle qui m'a été le plus demandée. Pour que tu ne sois pas perdu, je vais te remettre un petit peu dans le contexte. Le beau gosse que tu vois à l'image, qui lève 300 kg à gauche et 280 à droite, c'est moi. En plus d'être très souriant comme tu peux le voir à l'image, je suis powerlifter, c'est-à-dire que je pratique la force athlétique, où on doit soulever le plus lourd possible, sur 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre dont on va parler aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur ce mouvement que plusieurs vidéos y seront consacrées, mais pour aujourd'hui, on va se contenter de la démonstration technique et il y a déjà pas mal de choses à apprendre. Pour faire très bref, pourquoi je suis légitime, particulièrement légitime, de t'enseigner la technique au deadlift? La réponse se trouve devant tes yeux, ces braves messieurs sont en train de charger une barre à 300 kg. Pour moi, et oui, c'était une compétition, comme tu peux le voir, en WRPF Bulgaria, donc en Bulgarie. Pour des raisons de droit d'auteur, parce qu'il y avait une musique en fait, j'ai dû couper le son de la vidéo, mais on entendait aussi le commentateur qui parlait et il disait voilà, là il y a une barre chargée à 300 kg. Donc là je donne un petit peu de ma personne quand même pour que cette barre monte. Elle plie un petit peu hein, sous la contrainte mécanique. 3 lumières blanches, c'est validé, merci, au revoir. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je sais pertinemment que ce n'est pas l'ambition de tout le monde de lever des charges comme ça. Tout le monde n'a pas pour objectif d'être champion de powerlifting. D'ailleurs, très peu de gens ont cet objectif-là. Très souvent, on me le dit, hein. on me dit, voilà, Ryan, j'aimerais pas être comme toi. Alors déjà, merci. Néanmoins, je te conseille vivement de rester jusqu'au bout de la vidéo et de bien regarder, de bien apprendre ce mouvement parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est pas nécessaire de soulever voilà, des charges à plus de 300 kg, mais ça reste très intéressant de le pratiquer avec des charges qui sont adaptées à ta force pour te maintenir en forme et quand même prendre en force, parce que la force c'est quand même la qualité physique la plus importante, la plus fondamentale de toutes. Et si au contraire c'est ton objectif, bon bah là du coup t'es aussi sur la bonne vidéo dans tous les cas parce que tu vas devoir apprendre le mouvement. Commençons sans plus attendre. Attends, promis, après on commence, mais simplement j'aimerais te demander un truc. En fin de vidéo, je vais te raconter une anecdote qui est liée à un projet. D'habitude, j'en parle jamais. Là, c'est vraiment exceptionnel. Cette anecdote, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, c'est d'ordre, on va dire, tragico-comique. Donc reste bien jusqu'au bout et abonne-toi. Maintenant, on peut commencer. Il existe 2 façons de faire du soulevé de terre, la prise traditionnelle et la prise sumo. Ce qui va changer principalement, c'est l'écartement des pieds. Mais bien sûr, ça va avoir d'autres conséquences en cascade, mais pour ça ne t'inquiète pas, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Très brièvement, parlons un petit peu de matériel. Pour faire du soulevé de terre, il te faut une barre olympique, donc standard, 2,20 m, 20 kg, et si possible, 2 poids olympiques, pareil, standardisés, qui mesurent 45 cm de diamètre. Travailler avec ce type de matériel standardisé te permettra d'avoir une hauteur de barre qui sera toujours la même, et donc une technique qui sera également toujours la même. Si je te parle de ça pour commencer, c'est tout simplement parce que le premier des points clés au soulevé de terre, c'est le positionnement par rapport à la barre. Pour du soulevé de terre en prise traditionnelle, les pieds sont espacés à une largeur équivalente à celle des hanches. La barre, elle, surplombe les pieds en leur milieu. Pour du soulevé de terre en prise sumo, cette fois-ci, l'écartement des pieds peut être amené à varier, donc là ça va dépendre du confort de chacun. Très souvent également, au moment même du placement, la barre est beaucoup plus proche du tibia. Maintenant que j'ai positionné mes pieds sous la barre, eh bien je vais devoir la saisir cette barre. Pour ce faire en prise traditionnelle, je vais fléchir sur mes jambes jusqu'à que mes tibias entrent en contact avec la barre. Pour ce faire, je vais commencer par placer mes mains en prise pronation, donc c'est la façon dont je suis en train de saisir la barre actuellement. Pour rappel, la prise pronation, c'est quand le dos de la main regarde vers l'avant. La saisie est évidemment symétrique et mes mains se retrouvent sur le grip, donc sur la partie abrasive de la barre. Une fois mes mains correctement placées, je vais serrer la barre de toutes mes forces pour éviter que celle-ci ne s'échappe pendant le trajet. Comme tu peux le voir, je ne lâche la barre qu'au moment du retour en position initiale, pas avant. Si la force te fait défaut dans la saisie et que tu lâches la barre à chaque fois en plein milieu du mouvement, plusieurs solutions s'offrent à toi. La première d'entre elles, c'est de pratiquer le hook grip, c'est-à-dire placer ses 4 doigts par-dessus son pouce pour éviter que la barre ne bouge. Donc là, pour que tu le vois mieux, j'ai fait un zoom sur ma main. Comme tu le vois, donc je place mon pouce est en dessous de mes 4 autres doigts. Donc voilà, la barre est assez bien gardée et elle ne va pas tourner sur elle-même. S'il est vrai que cette saisie est très efficace, elle n'en est pas moins douloureuse. Donc si vraiment tu n'arrives pas à saisir la barre de cette façon, je te présente maintenant 2 autres solutions.
La deuxième solution, ça va être la prosupination. Alors moi j'appelle ça plutôt prise mixte, parce que prosupination c'est trop long à dire. Mais l'idée c'est tout simplement de faire en sorte que la barre ne tourne pas sur elle-même en prenant la barre d'une main en... Enfin des deux mains, mais une main va être placée en pronation et une main en supination. Donc supination c'est le contraire de pronation, c'est quand la paume de main regarde vers l'avant. L'atout majeur de ce type de saisie, eh bien, ça va être la stabilité, le confort également, moi je trouve ça assez confortable, d'ailleurs c'est la prise que j'utilise en compétition. Ça permet d'empêcher la barre de rouler sur elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que si c'est mal fait et que tu contractes le biceps au mauvais moment, eh bien tu peux t'arracher le biceps, donc c'est quand même un petit peu dangereux. La troisième solution qui s'offre à toi, c'est d'utiliser des bandes de tirage, hein, comme j'ai là sur cette vidéo. Alors, le mode opératoire pour pouvoir placer les straps, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui s'affiche là au coin droit de l'écran. Mais attends, tu iras voir ça après. D'abord, on finit sur le soulevé de terre et après, tu iras regarder la vidéo. Pour ce qui est des avantages de ce type de saisie, bien en fait, c'est que c'est très simple, il n'y a aucun défaut. Je trouve clairement aucun défaut à ce choix-là. Le seul inconvénient, effectivement, c'est que eh bien, les straps sont interdits. Alors, strap ou bande de serrage, c'est la même chose, ou bande de tirage, c'est la même chose. Voilà, donc c'est interdit en compétition, mais bon, si t'as pas prévu de faire des compétitions sous peu, bah, les straps c'est une très très bonne alternative. Quand je dis interdit en compétition, j'entends par là dans la grande majorité des fédérations de force athlétique. Tout ce que j'ai pu expliquer par rapport à la saisie, hein, au niveau des mains directement, est évidemment valable pour le soulevé de terre en prise sumo. Simplement, comme je n'ai pas parlé de départ, je vais le faire pour éviter que les pratiquants de soulevé de terre sumo ne restent sur leur faim. Le cheminement pour arriver à la saisie de la barre, donc le moment entre le placement et le moment où je vais placer mes mains sur la barre, va être très légèrement différent sur le soulevé de terre sumo. L'idée c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque je place mes pieds pour pouvoir faire du soulevé de terre en prise sumo, mes tibias sont quasiment déjà en contact avec la barre. Tenant compte de cela, je vais donc devoir davantage me concentrer sur la flexion de mes jambes jusqu'à ce que mes mains soient à hauteur de la barre. Je me place, je fléchis sur mes jambes, j'attrape la barre, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer à l'étape suivante. En vérité, le placement du dos se fait de manière conjointe à la flexion de jambes qui permet de saisir la barre. Que ce soit pour du soulevé de terre en prise sumo ou bien en prise traditionnelle, c'est très simple. Le dos ne doit jamais s'arrondir. Pendant toute la phase de placement, puis jusqu'à la fin du mouvement, le dos reste toujours droit. Je le répète, le dos ne doit jamais s'arrondir. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Le dos est donc bien droit et forme un angle d'environ 45 degrés comme ceci avec le sol. Si tu choisis de faire du soulevé de terre en prise traditionnelle, je te recommande vivement de ne pas t'asseoir comme ce que je suis en train de faire là actuellement sur la vidéo, tout simplement parce qu'en fait tu vas avoir moins de force pour initier le mouvement. Donc autant au soulevé de terre sumo ça peut fonctionner, que sur du soulevé de terre traditionnel ça ne pardonne pas. C'est interdit normalement ça. Hein. Je choisis donc de basculer un petit peu plus vers l'avant en optant pour l'angle précédemment conseillé, donc à peu près 45 degrés avec le sol. Et là, comme tu peux le voir, j'arrive à mettre beaucoup plus de vitesse, ce qui fait que la barre monte beaucoup plus facilement. Sur cette vidéo, on me voit faire du soulevé de terre en prise sumo et on peut voir que l'angle entre mon dos et le sol est supérieur à celui de tout à l'heure, donc celui en prise traditionnelle. Donc là, on est plutôt sur un angle à entre 60 et 70 degrés. Il faudra également garder à l'esprit que cet angle peut varier en fonction de la morphologie de chacun. Parlons maintenant du placement des épaules. Comme tu peux le voir, mes épaules ne sont ni projetées vers l'avant, ni complètement rétractées vers l'arrière. Si je rétracte trop mes épaules vers l'arrière, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir descendre plus sur mes appuis pour pouvoir saisir la barre, et donc le mouvement va être plus ample, et donc plus difficile. Si en revanche mes épaules sont trop projetées vers l'avant, ce qui va se passer, c'est que je vais désengager beaucoup de muscles, et donc ça va être l'articulation elle-même, l'articulation de l'épaule qui va être mise en porte-à-faux parce que c'est elle qui va supporter la charge de la barre. Je sais que c'est la mode en ce moment, donc j'anticipe la question. Non, je ne conseille pas d'arrondir le haut du dos pour pouvoir diminuer l'amplitude du mouvement. Tout simplement parce que, particulièrement lorsque l'on est débutant, ça va être difficile de dissocier l'arrondissement du haut du dos de celui du bas du dos, surtout lorsqu'on utilise des charges qui s'approchent du max. J'avais d'ailleurs demandé son avis à Frédéric Delavier sur la question et voici ce qu'il m'a répondu. Et du coup, t'en penses quoi de ceux qui arrondissent volontairement le haut du dos? Tu sais, qui ont une position un peu... Ça limite le mouvement, ça permet de partir avec les cuisses plus haut.
Alors, ils le disent, hein, les mecs, hein, on fait attention à notre bas du dos pour pas qu'ils s'arrondissent, hein, bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde n'a pas cette capacité de flexion. 2, ça peut générer des pathologies à la longue et des déformations aussi, tu vois. C'est des nouvelles tendances, on n'a pas trop de recul dessus, tu vois. Et évidemment, il y a moins de disques, hein, c'est-à-dire que les disques sont plus petits en haut. Puis c'est des structures qui sont enchâssées dans la cage thoracique, tu vois. C'est pas libre, hein, ça bouge pas à droite et à gauche les vertèbres thoraciques, hein, elles sont bloquées dans les côtes, hein. C'est pour ça il y a moins de hernie à cet endroit-là. Mais à la longue, on ne sait pas ce que ça va faire. Par contre, si tu commences à arrondir le bas du dos, ça peut être dramatique parce qu'il n'y a rien au niveau osseux qui est là pour te limiter ton arrondissement si tu ne contrôles pas. Et puis alors, quand on dit ce qui est foutu, on le remplace, quoi. Si tu veux visionner le live en entier, clique sur le lien disponible en description, tu verras. J'ai fait un classement de toutes les vidéos dans lesquelles j'interviens et mes propres vidéos également. Que ce soit en prise traditionnelle ou bien en prise sumo, tu l'auras compris, mes épaules sont ni projetées trop vers l'avant, ni projetées trop vers l'arrière. Afin d'engager mes grands dorsaux au maximum, ce que je vais faire, ça va être une petite rotation des coudes vers l'intérieur, avec l'intention très optimiste de vouloir tordre la barre. On en a presque fini avec le placement. La dernière chose qui mérite d'être correctement placée, c'est le regard. Tandis que ma tête est dans l'alignement de ma colonne vertébrale, mon regard, lui, va chercher un point d'ancrage haut que je vais garder du début à la fin du mouvement. Maintenant que toutes ces conditions sont réunies, c'est là que le sport commence. Que ce soit pour du soulevé de terre sumo ou bien en prise traditionnelle, je vais commencer par contracter très fortement les muscles de ma ceinture abdominale. Je vais ensuite contracter très fortement mes fessiers et mes quadriceps afin d'initier le décollage de la barre. C'est maintenant que tu vas comprendre la principale différence entre le soulevé de terre traditionnel et le soulevé de terre sumo. Au soulevé de terre sumo, le décollage de la barre est beaucoup plus lent et donc beaucoup plus difficile en comparaison au soulevé de terre traditionnel. Cela dit, cet effort va être très rapidement récompensé, car comme tu peux le voir, l'extension de mon buste est initiée alors même que la barre vient tout juste d'atteindre la deuxième partie de mon tibia. L'autre avantage du sumo, c'est que, étant donné que j'ai les pieds écartés, je me trouve moins haut, et donc le point de fin de course de la barre se trouve être plus bas. La course de la barre est donc légèrement réduite. Pour en revenir à mon exécution, je vais donc saisir la barre, contracter très fortement les muscles de ma ceinture abdominale, ensuite contracter mes quadriceps et mes fessiers pour initier le départ de la barre. La barre va donc décoller du sol. Une fois que celle-ci arrive à hauteur de la moitié de mon tibia, eh bien, je vais pouvoir commencer à réaliser une extension de mon buste. Petit arrêt sur image pour te dire que au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire que l'extension de buste est conjointe à une extension de hanche également. Voilà, c'est tout, tu peux reprendre. Donc oui, extension de buste quasi complète. Je dis quasi complète parce que ça sert à rien d'aller trop loin non plus. Comme ça, là, c'est largement suffisant, voire même peut-être un petit peu trop. On va regarder une autre vidéo tout de suite pour avoir un autre angle. Là, on va pouvoir voir que l'extension de buste va être beaucoup plus raisonnable. Il faudra donc prendre ça en exemple, que ce soit pour du soulevé de terre sumo ou pour du soulevé de terre traditionnel. Au soulevé de terre traditionnel, le décollage de la barre va être plus facile, dans le sens où je vais être capable de mettre beaucoup plus de vitesse dès le départ. En comparaison avec le soulevé de terre sumo de tout à l'heure, l'extension de mon buste ne peut intervenir que très franchement, qu'à partir du moment où la barre a atteint le niveau de mes genoux. Également, comme on a pu le voir précédemment au moment de la phase de placement, comme dès le départ en prise traditionnelle je suis davantage penché vers l'avant, ce qui va se passer c'est que l'amplitude de mouvement du buste va également être plus importante qu'en prise sumo. Pour résumer, que ce soit en soulevé de terre traditionnel ou bien sumo, le décollage de la barre se fait à la force des cuisses, puis dès que cela est possible, il y a une extension du buste qui est conjointe à une extension de hanche. En fin de mouvement, les muscles fessiers et les érecteurs du rachis sont très fortement contractés. Donc à ce stade, ça y est, tu as compris comment faire un soulevé de terre, tu as soulevé une barre de terre, tu l'as amené jusqu'à hauteur de tes hanches, mais pourtant, le mouvement n'est pas tout à fait fini, alors reste attentif, on arrive quasiment à la fin de cette explication, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais reste bien attentif, reste bien jusqu'au bout, parce que c'est une des parties du mouvement que je te vois le plus souvent, que je te vois le plus foirer en salle, et ça a le don de m'énerver, donc reste bien attentif, c'est pour ton bien que je dis ça. Comme la plupart des mouvements de musculation, le soulevé de terre est composé d'une phase concentrique que l'on a expliqué, que j'ai expliqué jusqu'ici, et d'une phase excentrique. Donc si tu préfères la barre, on s'est embêté à la faire monter, je rappelle jusqu'à peu près la hauteur des hanches, et là on va la reposer la barre. Donc là encore, que ce soit du soulevé de terre traditionnel ou du soulevé de terre sumo,
le mouvement n'est pas exactement le même, mais le principe est le même. Donc concrètement, là la barre, ça y est, elle est montée, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la raccompagner. Et oui, je la raccompagne comme un vrai gentleman. Et un vrai gentleman Raccompagne toujours la barre. Donc la raccompagner, ça veut dire faire le mouvement en sens inverse. C'est très important, une fois arrivé en haut, de ne pas lâcher la barre. Le mouvement n'est pas complètement terminé. Il faut aller jusqu'au bout. On ne lâche pas la barre. La première des raisons de pourquoi on lâche pas la barre, c'est tout simplement parce que déjà ça va faire un bruit de fou et faire tomber les poids d'aussi haut, ça peut carrément abîmer le sol, selon la charge que tu utilises. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons de salles de sport nous aiment pas trop, hein, nous les powerlifters, à part dans les salles spécialisées. Donc nous avons le devoir de rester diplomate et de raccompagner la barre pour ne pas exploser le sol du patron. La deuxième raison pour laquelle je t'invite très fortement à raccompagner la barre sur la phase excentrique, c'est tout simplement parce que ça va te permettre également d'apprendre le mouvement. En effet, le système nerveux va être particulièrement réceptif à la phase excentrique. D'ailleurs, on est plus fort en phase excentrique que sur la phase concentrique. Donc raccompagner le mouvement va te permettre également de mieux l'intégrer dans le système nerveux. Cela participe à ce que l'on appelle créer de l'engramme moteur. Si tu es débutant, je t'invite d'ailleurs à raccompagner la barre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu lâches la barre uniquement lorsque celle-ci est complètement posée au sol et immobilisée. Lorsque tu soulèveras des barres plus lourdes, à ce moment-là, je t'autoriserai à les lâcher un petit peu avant que celle-ci ne touche le sol, tout simplement pour éviter que tu ne serves d'amortisseur à la barre. Nous arrivons joyeusement au terme de cette explication technique. Là c'est dense, hein, je pense qu'il y a quand même matière à travailler. J'espère que tu as pris des notes. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, bah, revois la vidéo, revisionne-la autant de fois que nécessaire. Si ça rentre toujours pas, bah, écris-moi tout simplement dans les commentaires et j'essaierai de te répondre au mieux. Et puis, range les poids lorsque tu as fini ta séance, hein. Je pense que maintenant je vais devoir le dire à chaque fin de vidéo parce que vu l'état de la salle quand j'arrive le matin à 6h30, vu comment c'est le bazar, bon c'est que ça n'a pas été assez dit. Moi, en attendant, j'ai promis quelque chose, je devais te raconter une anecdote, donc allons-y. Moi je dis allons-y quoi. Pendant que je raconte l'anecdote, je te laisse admirer les images de mon entraînement. Mais c'est pas corrélé, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste pour meubler au niveau visuel. Du coup, pour faire simple, ce qui se passe, c'est que ça fait 6 ans maintenant que je pratique, que je m'entraîne en salle de musculation. Avant, je faisais plutôt des exercices au poids de corps et tout. Et en gros, au fur et à mesure, j'ai pu remarquer que j'étais assez réceptif au fait de prendre de la force. L'entraînement, alors je deviens pas énorme, mais par contre la force, le système nerveux répond bien. Et de fil en aiguille, ce qui est arrivé, c'est que en voyageant, en allant dans d'autres salles que là où je m'entraîne d'habitude, j'ai dû utiliser différents types de matériel et j'ai pu remarquer que la résistance mécanique des différentes barres, en fait, tout simplement qu'il y a une différence entre les barres et qu'elles n'étaient pas toutes aussi résistantes les unes que les autres. Je pensais qu'une barre olympique, au départ, c'était quelque chose de standard et que, bon, elles avaient à peu près toutes les mêmes propriétés mécaniques. Ce qui allait changer, grosso modo, c'est la résistance, mais que ça pouvait, vu que c'est du métal, dans tous les cas, ça pouvait tenir à une charge que, de toute façon, je n'étais pas prêt de pouvoir soulever. Et en fait, je me suis trompé. Il est arrivé, quelques fois, 2 fois, de casser des barres. Alors, une barre en métal, ça casse pas comme du verre. Ça va plier de manière irréversible. Et il m'est arrivé plusieurs fois, donc je vais pas dire les endroits où c'est arrivé, tout simplement, c'est logique, parce que sinon après, on va m'envoyer une facture. Or, le délai de prescription, alors je sais pas s'il y a un délai de prescription sur le pliage de barre, mais au cas où, voilà, je vais pas m'aventurer à dire où est-ce que ça s'est passé. Mais voilà, j'ai déjà tordu des barres, le terme tordre est peut-être plus adapté dans ce cas-là. Et à un moment, je pense que dans une des salles où c'est arrivé, ça s'est su, donc je me suis fait virer de la salle. Donc ça c'est une des premières occurrences d'exclusion définitive de salle de sport. Mais pour la faire courte, eh bien, je me suis fait virer de plusieurs salles, parce qu'en fait, si c'est pas la barre qui plie, c'est le sol qui est pas adapté, et donc ça rebondit, ça fait du bruit, et les propriétaires n'aiment pas, donc au final ils me demandent de pas revenir.
ou de revenir sans faire du soulevé de terre, ce qui revient un petit peu au même. Donc en tout, je me suis fait virer de 5 salles différentes, dans 2 pays différents. Donc là où je m'entraîne actuellement, ça se passe très bien. Le problème, c'est que le matériel va commencer à être insuffisant. C'est-à-dire qu'avec les charges que je soulève, en fait, je vais pas pouvoir mettre plus de poids sur la barre, parce qu'en fait, les poids sont trop épais pour que je puisse continuer à charger la barre. Donc, étant donné que mon but est d'augmenter ma force max, en fait, faire plus de répétitions, ça résout pas le problème. Donc, en résumé, je vais devoir m'entraîner dans une salle plus adaptée. Seulement, cette solution n'est pas viable, tout simplement parce que la salle la plus adaptée, qui se trouve, entre guillemets, proche de chez moi, se trouve justement pas suffisamment proche pour que ce soit pratique pour moi d'y aller. Ce serait trop long via les transports. En fait, il n'y a même pas de transport, hein. C'est pas que ce serait trop long, c'est qu'il n'y a même pas de transport qui amène jusque là-bas. Donc il faudrait que je loue une voiture, enfin louer une voiture pour aller à la salle, c'est quand même pas raisonnable. Ou alors, en fait, ça ferait des frais de taxi qui seraient, pareil, pas très raisonnables. C'est pourtant ce que je vais devoir faire dans un premier temps. Donc je vais devoir aller dans cette salle-là qui se trouve loin de chez moi. Voilà, je vais devoir y aller en taxi. Pour l'instant, ça va me coûter un peu cher, mais c'est comme ça. C'est une solution provisoire. Mais mon projet, et c'est là qu'on parle de mon projet, enfin que je parle de mon projet, c'est tout simplement de de bâtir ma propre salle. Disposer de ma propre salle va me permettre de m'entraîner dans de meilleures conditions, de faire plus de vidéos, donc plus vite et mieux. Et par la suite, ce que je veux faire absolument, ça va être d'organiser des stages pour que tu puisses venir te faire coacher par moi-même, et ça va être grandiose. Évidemment, j'aimerais y mettre des poids de compétition calibrés, tu connais vraiment les trucs précis et tout, pour s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Je veux pas faire les choses à moitié. Je veux surtout faire les choses à ma manière. C'est-à-dire que je veux financer le projet par moi-même. Donc forcément, c'est beaucoup d'argent. Donc je vais pas faire un appel aux dons ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de privilégier cette solution-là. Donc du coup, si tu veux me soutenir dans ce projet, je vais te demander de t'abonner dans un premier temps, partager, activer la cloche, tout ça pour m'aider à être référencé. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de sponsors et faire en sorte que ma société grandisse pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour ça. Comme je le dis souvent, qui m'aime me suive, donc merci de me suivre déjà. Et puis merci d'avoir regardé également jusqu'ici, parce que je sais que l'explication technique est déjà assez dense. Donc merci d'avoir eu le courage de poursuivre le visionnage jusqu'ici. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine va vraiment bien te plaire, j'en dis pas plus. Également, si tu as pour projet de perdre du poids, n'oublie pas que j'ai conçu un programme gratuit dont le lien est disponible en description. C'est tout pour moi. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de produire cette vidéo. À très vite et entraîne-toi bien.